Jamel Koken, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis, vous et moi, pour dialoguer dans le cadre de cette exposition des hommes, des terres, de votre présence ici au Collège des Bernardins, par vos œuvres, mais aussi par vous-même, par votre personne. Et j'ai envie de commencer par vous dire que nous sommes, vous et moi, tous deux, je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi comme votre interlocuteur, tous deux des Méditerranéens. Mais avec un sens différent pour l'un comme pour l'autre. Et vous réagirez à tout ce que je vais vous dire. Vous êtes un Méditerranéen, je dirais par votre point de départ, par votre identité d'origine. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, identité. Et vous êtes algérien d'origine, bien que venu en France très tôt, au bout de 10 ans. Donc vous êtes méditerranéen, par vos origines, par votre identité, par votre culture. Moi, je suis méditerranéen, au sens où Edgar Morin en parle. Je suis de père alsacien et de mère flamande. Je suis comme Braudel du nord, de Septentrion. Mais toute ma vie s'est faite autour de la Méditerranée. Et dans ma pensée, telle qu'elle s'est construite, je suis devenu méditerranéen, c'est-à-dire dialoguiste, pour reprendre le terme d'Edgar Morin. Un méditerranéen, c'est quelqu'un qui vit cette complexité de la Méditerranée, ses allers et retours, ses contradictions, toutes ces fissures, et qui s'efforce d'y voir de quelle façon ces contradictions, ces mélanges, mais aussi ces altérités, peuvent produire de l'universel et de l'humanité. Donc je suis méditerranéen, non pas par identité, mais méditerranéen, je dirais, par le chemin que j'ai accompli, par la réflexion, par la conviction, par l'écrit, par mes engagements. Est-ce que tout ce que je viens de vous dire vous fait réagir Voilà, Jamel, comment je souhaitais commencer notre entretien d'aujourd'hui. Bon, alors bonjour, ouais. Eh bien, oui, ça ne peut que me faire réagir. Mais alors, on va commencer déjà par un petit point. Bon, juste petit aparté, c'est très drôle parce que la dernière fois que j'ai parlé de la Méditerranée, c'était à une émission de radio puis de télévision à Alger, suite à un événement que j'avais organisé il y a quelques années, soit début des années 2000. Après tous les horreurs de terrorisme qu'il y a pu avoir là-bas et mon retour dans ce pays, soit 25 ans après mon départ. Donc la Méditerranée, moi, quelque part, elle m'a ignoré et je l'ai ignorée puisque effectivement, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France, donc j'ai vécu soit 10 ans d'enfance là-bas. J'y suis né, mes deux parents sont algériens, etc. Donc je suis un vrai immigré. Alors après, la Méditerranée m'a intéressé parce qu'effectivement, on a du mal. Alors c'est une identité générique, mais en même temps totalement éparse et qui implique une diversité. Et cette diversité est une des choses qui m'a d'abord intéressé au départ. Puis de celle-ci, on m'a souvent, dans les questions qu'on m'a posées, un peu comme on faisait à ce que j'ai retrouvé chez l'écrivain Mamry plus tard, c'est-à-dire on lui dit « Mais alors, monsieur Mamry, vous êtes français ou algérien ?» Et lui, il disait « Non, je suis ni algérien ni français, je suis méditerranéen et j'ai les fesses trempées dans la Méditerranée. » À ça, moi, j'ai ajouté à cette expression que j'ai trouvée assez juste. Non seulement, moi, Jamel Koken, j'ai les fesses trempées dans la Méditerranée, mais je suis enrhumé à vie. Donc, voilà, n'essayez pas de me demander à quelle partie ou quelle région des territoires je pourrais probablement appartenir. On ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas son territoire de naissance, on ne choisit pas sa nationalité. Par la suite,
on peut être amené à la choisir quand celle-ci est possible, mais au départ, on ne choisit pas tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement qui touche à l'identité et qui, moi, est quelque chose qui est restrictif. Donc, je préfère parler de singularité, qui est propre à chacun, sans qu'on soit cantonné à un espace ou à un lieu ou à une culture bien définie et fermée, quoi. Donc moi, au fur et à mesure de ma construction, de mon parcours, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant qu'artiste, etc., j'ai été confronté en fait à des désignations de personnes, et c'est cette désignation-là en fait contre laquelle je me bats. Et parce que pour moi, elle n'a pas de valeur, elle est restrictive. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de ce carcan enfermant qui n'amène à rien, à aucune construction. Donc qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est que l'identité, comment dire, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas ou que c'est pas important, etc. C'est important. On est fait du contexte dans lequel on est né, mais aussi du contexte dans lequel on va vivre. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est-à-dire que je suis déterritorialisé d'un endroit pour être reterritorialisé à un autre, et je peux à nouveau être déterritorialisé de ce nouvel endroit pour être reterritorialisé dans un autre. Donc c'est ce cheminement qui fait qu'on transforme l'individu, on transforme l'identité, et c'est ça qui, en fait, m'a convaincu qu'on n'était que dans quelque chose d'évolutif et qu'un être humain était quelqu'un d'évolutif, il pouvait changer au fur et à mesure, ou se développer, et qui, entre le début et son milieu, dans son parcours, il peut y avoir des grandes différences. Ça m'avait frappé d'ailleurs dans la conversation que nous avions eue lorsque nous nous sommes découverts. Oui. Vous avez réagi à ce terme d'identité, qui aujourd'hui, on le retrouve partout. On est en recherche d'identité chez les uns, chez les autres, au sud, au nord. Bon. Et vous m'aviez dit non, un être ne se construit pas sur une identité, même si c'est un peu son point de départ. Oui. Il va se construire dans une pluralité, et dans une singularité. Vous employiez ces deux termes, la pluralité et la singularité. Un être est un être singulier et il construit sa singularité plurielle. Et tout cela se construit au fur et à mesure. Évidemment, c'est plus facile pour l'artiste que pour qui parcourt le monde. C'est plus facile pour l'artiste qui, comme vous, comme d'autres, sont mondialisés, je dirais. Vos œuvres sont à Shanghai, vous produisez dans différents lieux du monde, aux Émirats arabes unis, vous êtes mondialisés. La plupart des gens sont enracinés dans leur terroir, dans leur monde, dans leur environnement, dans leur religion. Et c'est cette relation entre le monde artistique et le monde du quotidien qui est très importante comment dire, à mettre en œuvre. Je crois que le regard d'un artiste comme vous, la production de l'artiste comme vous, elle permet à ceux qui viennent vous voir, vous rencontrer, de sortir d'eux-mêmes. Vous produisez un langage, par vos œuvres, qui nous amène à sortir de nous-mêmes, de nos identités. Maintenant, je dirais quand même que ce langage qui est le vôtre, le langage artistique, il est complémentaire du langage qui est le mien, qui est le langage des mots et des idées. Alors, je reprendrai la phrase qui, bien plus que de débattre, nous devons échanger nos poèmes et nos œuvres. La phrase d'Édouard Glissant. Oui. Comment pouvez-vous réagir à ça? Vous-même qui produisez non seulement des œuvres artistiques, mais des écrits et des pensées, parce que vous avez créé une revue, oui. Vous avez créé des activités par l'atelier mobile et autres. Donc chez vous, l'activité, je dirais, intellectuelle et du débat, de l'écrit, est aussi importante que l'activité artistique. Exactement. Mais en fait, tout ça est lié à la question de l'identité et du déplacement. C'est que je me suis très vite aperçu, enfin, très vite façon de parler, mais disons que dans le cheminement et dans la manière dont mon histoire s'est construite, c'est le fait de venir d'ailleurs, bien que ce soit un ailleurs non loin, c'est un ailleurs proche.
Je parle souvent d'ailleurs du proche lointain lorsque j'écris des choses, etc. Proche ou lointain, c'est le proche là, mais aussi le proche pas très loin. L'Algérie, c'est pas loin, le Maghreb, c'est pas loin. Donc, ce déplacement m'a confronté encore une fois à des manières de vivre, à des modes de comportement liés à des cultures, etc. Donc en l'occurrence la culture française, mais après plus généralement à la culture occidentale. Et en fait, c'est un peu complexe parce que en fait, la pluralité d'un individu, elle est pour moi ancrée dans chacun de nous. C'est tout simplement la société qui empêche, en fait, par des carcans, par un système de formatage qui est lié à l'éducation, qui est lié à la langue, qui est lié au mode de vivre, etc., qui fait qu'on nous contient dans une manière de fonctionner qui, en réalité, ne convient pas à l'être libre. Donc moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que venant d'ailleurs, eh bien, j'étais confronté en fait à cet étranger que j'étais. Et en étant confronté à cet étranger, donc je suis étranger au cadre même dans lequel je devrais rentrer. Et c'est cette confrontation, cet entrechoquement, exactement comme le local et le global, qui tout d'un coup se retrouve dans moi, dans mes recherches, qu'elles soient formelles ou intellectuelles. Et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre qu'un individu ne pouvait pas, quel qu'il soit artiste ou autre, et d'ailleurs je cherche souvent à comprendre quelle est la différence entre un kidam et un artiste, non pas pour dévaluer l'artiste, mais tout simplement pour voir où l'artiste prend... pourquoi l'artiste prend des responsabilités à tel moment et un voisin ne les prendrait pas. Moi, mon art, il n'est pas forcément mieux que ce qu'il lui pourrait faire en amateur. Donc en fait, on voit bien que la pluralité, elle intervient très très vite et naturellement. Or, cette naturalité-là, on nous la retire, on nous la vole. Le on, c'est-à-dire ce que j'appelle le on, c'est le système dans lequel nous vivons et qui est un système de plus en plus, comment dire, qui empêche chacun de nous en fait de vivre comme il pourrait l'entendre. Et ça, en fait, pour être plus précis, parce que autrement je vais me perdre. Ce que je veux dire, c'est que cette pluralité, elle est liée, quand je disais qu'elle était liée au déplacement, c'est que lorsque je me suis confronté à ces différents cadres, je me suis aperçu que le système même capitaliste, etc., dans sa façon de s'organiser, la culture qui va avec, la politique qui va avec, en fait, était un système de plus en plus de spécialisation. Ce qui est en fait en train d'arriver aujourd'hui. On est même dedans. Et donc, cette spécialisation, pour moi, en fait, enfermait les gens dans des systèmes. Et on n'est pas chauffeur de bus à vie, on n'est pas caissière chez Leclerc à vie, on n'est pas acteur à vie, et on n'est pas forcément artiste à vie. Donc ça veut dire qu'il faut se réinventer des possibilités. Il faut se réinventer. Alors, ce n'est pas du touche-à-tout. C'est que tout simplement, on n'est pas le même du matin et on n'est pas le même le matin et on n'est pas le même le soir. Donc on voit bien que c'est intrinsèque à l'être, c'est intrinsèque à l'individu. Et on lui fait croire, en fait, que non, que génétiquement il est fait pour ça, il est destiné à être ça, il est doué pour ça. Donc on cherche à catégoriser de la même manière qu'on catégorise dans l'identité. C'est ces deux choses-là que moi j'ai pu comprendre, j'ai comprises, et que c'est là que je me suis dit qu'il y avait un enjeu quand même assez important. Et c'est pour ça que, permettez-moi juste de finir là-dessus, c'est que c'est en cette raison que dans l'art, moi l'art m'avait beaucoup intéressé parce que c'est une des sphères les plus libres. Je veux dire, on est plus libre que dans la sphère économique, que dans la sphère politique, etc. Donc c'est, comme j'ai toujours dit, que l'art se mêle de tout. Donc à partir de là, j'ai un potentiel de possibilités qui sont possibles, qui s'offrent à moi. Eh bien, faut les mettre en œuvre de sorte à les activer.
Donc, il est là, l'enjeu. Donc, et même dans l'art, c'est exactement la même chose. On veut cantonner les artistes à des formes, on veut les cantonner à un type de travail, on veut les cantonner à une démarche précise, on veut lui dire, il travaille sur, etc. Ben, moi, je refuse ça. Du coup, ça complexifie les choses. Alors, il faut prendre une loupe, regarder de près et comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça, que c'est la même chose que pour un individu. On ne peut pas l'enfermer dans un système dans lequel il doit se complaire. Là, Jamel, vous venez de prononcer des mots extrêmement forts et très importants, qui sont pour moi très importants aussi dans le regard de l'intellectuel, du politiste que je suis sur les choses. C'est le terme de complexité, complexification. Si on n'arrive pas à complexifier notre regard sur les réalités qui nous entourent, on ne comprend rien au monde. Exactement. Et on ne peut pas agir sur ce monde. Et on s'enferme dans des schémas, des idéologies, des peurs, des imaginaires, mais on ne peut plus agir. Et il faut absolument complexifier notre relation à ce qui nous entoure. C'est ce qui vient simplifier d'ailleurs les choses. C'est ce que faisaient déjà, les premiers philosophes. Pour être le plus simple possible, pour mieux comprendre, ils ont tout de suite essayé d'embrasser la complexité des choses. Jamel, je voudrais qu'on termine cet entretien par, je dirais, la spiritualité, la dimension spirituelle ou religieuse. Nous sommes au Collège des Bernardins. L'exposition se produit au Collège des Bernardins. C'est la rencontre entre le Collège des Bernardins et un certain nombre d'artistes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la spiritualité ou le religieux? On vient beaucoup d'en parler, on en parle constamment à propos de l'islam, de l'islamisme, Bon. Mais vous-même, Jamel Koken, quelle est votre réflexion sur le spirituel et le religieux? Que pouvez-vous dire aujourd'hui, là, en quelques mots? Bon, on parlait de complexité, c'est une question complexe. Moi, j'ai été élevé dans une culture musulmane, avec une famille d'un côté pieuse et de l'autre absolument pas. Donc déjà, moi, je baignais dans un double univers qui se retrouve toujours d'ailleurs dans mon histoire. Donc, et aussi une partie plutôt politique et intellectuelle. Donc ça s'ajoute encore un troisième élément. Moi, j'ai toujours eu, en tous les cas, quand j'étais enfant, j'avais peur de la religion, mais j'étais admiratif du spiritualisme. Donc, voir des formes de paganisme ou des formes, comment dire, de soufisme qu'on pouvait retrouver dans certaines pratiques, notamment en Algérie, en Kabylie. Et c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Je me suis retrouvé par des souvenirs à avoir encore des frissons sur des situations que ma grand-mère déclenchait, par exemple. Donc, ça amène à quoi? Ça amène à dire qu'effectivement, il y a toujours une question de croyance en quelque chose qui nous dépasse. Et cette croyance en quelque chose qui nous dépasse est ancrée de la même manière que la diversité qui est en chacun de nous. La croyance est ancrée en nous. Elle fait partie de l'homme, elle fait partie de l'être, il ne peut pas s'en séparer, à mon sens. Donc on a toujours besoin de croire en quelque chose. Oui. Et si on ne croit pas en quelque chose, je pense que c'est la mort directement qui nous attend. Alors maintenant, où mettre cette croyance? C'est ça. Là est la question. Le religieux, comment dire, la théologie est une étude des religions, donc ça c'est intéressant de comprendre, puisque ça permet de regarder ce que l'homme a mis en place pour comprendre lui-même. Chaque culture a inventé des modes de compréhension du monde et de ce qui les dépassait. Moi je pense toujours aux Aztèques, au système symbolique qu'ils ont mis en place, qui m'a beaucoup marqué quand j'ai pu voyager au Mexique, et c'est quelque chose qui implique une dimension mystique, une dimension spirituelle, mais est-ce que c'est religieux? Non, pas forcément, mais il y a des pratiques, notamment celle du sacrifice. Alors,
qu'on retrouve dans différentes religions, le sacrifice. Donc pour moi, en tout cas, c'est mystique et spirituel. C'est mystique et spirituel. Donc moi, ce qui m'intéresse, la croyance est pour moi importante parce qu'effectivement, elle est ancrée dans l'homme. Donc on ne peut pas échapper. Et en revanche, la religion, c'est une construction. Mais ça, c'est un problème de position, de regard, de comment on voit les choses. C'est une histoire de forme, comme disait Deleuze. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu existe ou il n'existe pas, si on parle en termes de Dieu, puisqu'après ça amène la religion, mais c'est une histoire de forme. Donc c'est quelle forme on accorde à ce à quoi on voudrait bien croire. Le problème, c'est que ça, c'est un cheminement qui, à mon sens, et on le voit, qui s'est avéré dogmatique. Donc moi, j'évite ce chemin. En revanche, on ne peut rien faire, on peut pas être contre une croyance ou critiquer une croyance ou juger une croyance. Chacun a son système de croyance. On peut croire qu'on sera riche un jour, on peut croire avoir une belle maison un jour pour les autres qui sont matérialistes, et puis on peut croire vivre pleinement dans la nature, ce qui est à mon avis rare aujourd'hui. Mais je veux dire, chacun peut se projeter comme ça, comme des représentations, mais sur lesquelles on ne peut pas porter de jugement, qui est un choix de chacun. Ce qui différencie, à mon sens, d'une croyance religieuse. Donc le spiritualisme, la spiritualité plutôt, parce que le spiritualisme c'est encore autre chose, c'est plutôt lié à une histoire de mouvement, etc., ou d'écriture, mais la spiritualité, elle est importante parce qu'on veut atteindre quelque chose qu'on ne connaît pas, mais sachant qu'on ne veut pas tomber dans quelque chose qui pourrait être dogmatique. Donc c'est une sacrée question. Moi, je pense que les choses mystérieuses peuvent être résolues à mesure que l'homme avance et comprend ce qui l'entoure. Et on découvre aujourd'hui que des choses peuvent se passer sur Mars ou sur la Lune, mais que si on regarde encore de très près sur cette Terre, on peut s'apercevoir qu'il y a encore énormément de choses qui nous sont totalement inconnues. Donc, c'est cet inconnu-là sur lequel on jette une espèce de voile et que tout d'un coup, on devient à en construire un système dogmatique dans lequel les gens vont se jeter et suivre. Or, si on regarde juste la dimension spirituelle, je trouve ça plutôt intéressant et même nécessaire. Donc, elle est là, moi, ma position par rapport à ça. Il y a cette dimension spirituelle qui est... Elle est très importante et fondamentale. Et qu'on retrouve dans ce que vous produisez, dans vos œuvres. Dans mon travail, jusqu'à maintenant, cette dimension spirituelle, elle est ailleurs. Je dirais, elle est disséminée dans les différentes choses que je fais. Oui. Elle n'est pas forcément visible a priori. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Mais moi, je dirais qu'elle m'intéresse à travers la notion de rite. Les rites sont véritablement une pratique fondamentale dans la compréhension du monde et de l'humanité. Et moi, le rite est quelque chose qui est perdu aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'on est un peu, à mon sens, désaxé et qu'on ne sait plus trop où on va et qu'on confond un peu les choses, quoi. Alors que le rite, il instaure des pratiques qui mêlent à la fois spiritualisme et la dimension mystique des choses. Et ce qui permet en fait aussi de créer des liens et une meilleure compréhension des uns et des autres. Merci Djamel. Voilà, c'est moi, merci beaucoup.